Puis nous allons poursuivre avec deux types d'autorité. Donc dans un premier temps, on va parler de l'autorité des parents, l'autorité qui est reconnue socialement, qui fonde notre fonctionnement social, la transmission, l'héritage, les liens entre les parents et les enfants, la famille, tout ce qui structure la société, voire la civilisation. Et ce qu'on appelle l'autorité parentale, qui est une notion juridique et qui fait référence à des lois et qui a des choses en commun avec l'autorité des parents, mais d'autres pas. Donc là, on va parler d'abord de l'autorité des parents, plus globalement. Il y a une différence assez nette entre l'autorité des parents avant les années 70 et après. On en a déjà parlé en formation de cette période-là, qui a fait chambouler beaucoup de structures sociales. L'autorité des parents n'a pas été l'exception à ce chamboulement. Donc l'autorité avant et après 1970, il y a deux choses en commun. Les parents sont revêtus d'autorité. L'enfant doit obéir, doit se soumettre à cette autorité-là, doit respect et gratitude à ses parents. Dans la plupart des cultures, dans la nôtre, c'est le cas. Et il a aussi l'obligation d'aide. On va voir ça quand on parlera juridiquement, même si l'autorité parentale, non, on le parle tout de suite, ça fait partie des choses que la loi et que la société considère dans son ensemble d'organisation comme une rétribution de ce que nous avons reçu de nos parents. Donc il y a une correspondance entre l'autorité du parent et l'enfant, le comportement qu'il a ou qu'il peut avoir. En commun, il y a la fessée encore, même s'il y a beaucoup de pays qui ont adopté la loi d'interdiction de la fessée. La France n'y est pas encore. Il y avait un débat il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là, mais ça n'a pas été acté légalement. Ça n'a pas marché. Allez, réveille-toi. Voilà. Donc, nous en sommes toujours à attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec la fessée en France. D'un côté, avant 1970, on avait l'autorité incarnée par le pater familias. D'ailleurs, c'est une notion dont a parlé une des personnes qui a témoigné, Evelyne, dans la double appartenance 2. Je vous ai proposé de regarder une vidéo. C'était Françoise qui parle du pater familias quand elle parle de son enfance. Donc des gens qui sont en vie aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça, 1970. Nous avons été éduqués là-dedans, la plupart d'entre nous, pas tous, moi surtout, oui. Et nous allons plus, donc, avec 1970 et après, vers la famille démocratique. Il n'y a pas une personne qui décide pour tout le monde, il n'y a pas une seule tête, et l'autorité parentale peut être conjointe. Enfin, devient conjointe. Avant 1970, la famille, l'autorité, a une fonction d'ordre public, et c'est dans l'intérêt du père. Le père incarne l'intérêt de la famille. C'est lui qui décide ce qui est important et ce qui est bon pour cette famille-là. Et en tant qu'instance qui incarne cette autorité-là, c'est ce qui est dans son intérêt à lui. Socialement, c'est lui qui existe, c'est lui qui brille. En psychanalyse, on parle de la figure privilégiée, de la figure, j'oublie le nom, mais pour dire que c'est celui qui est important. Et après 70, c'est dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité, on fait un grand aiguillage vers qu'est-ce qui est important pour l'enfant et c'est poser la question, faire des émissions, étudier la psychologie, la sociologie, la pédagogie. On s'intéresse à ce qui est bon pour l'enfant, pour qu'il grandisse, etc., etc. Et on aiguille vers ça. Avant 70, le père est le chef de famille. C'est lui qui décide, voire c'est lui qui commande. Après, je vais faire un petit aparté. Ça ne veut pas dire que dans toutes les familles, c'était comme ça. Loin de là. Mais ça veut dire que c'était une généralité acceptée comme telle et administrativement parlant, c'était comme ça. C'était prévu comme ça. La loi
n'a pas beaucoup aidé pour que ça ne le soit pas. Même dans les cas de figure où on trouverait une famille où c'était plutôt la mère, on va dire, qui portait le pantalon, comme on pouvait dire à l'époque, la loi n'était pas pour elle. Elle n'avait pas le droit de travailler si son mari ne lui donnait pas l'autorisation, elle n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, elle n'avait pas le droit d'hériter, de recevoir des choses en héritage. Si elle héritait, c'était au nom de son mari. Les choses restaient au nom de son mari. Donc n'oublions pas quand même ça. Même si dans tous les foyers, il n'y avait pas le père qui commande et qui ordonne, la société faisait tout pour faciliter ça quand même. Donc c'est dans cet ensemble-là que je parle, pas en particulier de chaque famille. Ensuite, à partir de 1970, père et mère ont une autorité conjointe. Il n'y a plus le chef de famille, ils deviennent tête de famille tous les deux. Tête de famille, même si les formulaires ont été très tardifs à adopter tout ce nouveau vocabulaire et ces nouvelles notions, on mettait toujours chef de famille et on s'attendait à ce que ce soit le père qui apparaisse, même après 70. Avant 70, le père pouvait exercer le pouvoir sur l'enfant. Après 70, l'autorité parentale, elle est mise en commun et il y a des droits sur l'enfant, mais il y a des devoirs aussi. C'est venu aussi avec la Convention des droits de l'enfant. Si l'enfant il a des droits, c'est qui va exercer des devoirs? Les parents et la société en général. Avant 70, l'autorité pouvait être imposée et répressive, pas dans tous les cas, mais il y avait cette autorisation-là, cette permission-là. Après, elle doit être plus expliquée et les limites doivent être données clairement. Elle est plus explicite et plus parlée, plus formalisée. On pouvait avoir des dérives vers l'autoritarisme dans la période avant. Et maintenant, et depuis, on peut avoir des dérives vers le laxisme. Avant la punition, quand l'enfant ne respectait pas l'autorité, elle pouvait être amenée avec des notions d'humiliation. Par exemple, la honte. T'as pas honte de faire ça? On faisait sentir à l'enfant qu'il n'était pas bon, qu'il était mauvais, qu'il était méchant, que ce qu'il avait fait signifiait que lui, il n'était pas bien. Après, on pose une sanction. Évidemment qu'on ne va pas laisser l'enfant ne pas répondre à la règle. Nous avons besoin qu'il comprenne les limites, les cadres, les règles, sa place dans une société et non pas sa place toujours privilégiée de roi. Évidemment qu'il nous faut ça, mais avec une notion de sanction, pas forcément d'honte et d'humiliation, et accompagnée d'une notion de réparation qui peut aider l'enfant à récupérer son honneur, si on parle avec les termes d'avant, qui ne lui fait pas honte, qui fait que s'il s'est trompé, d'accord, il peut l'accepter, mais il peut faire quelque chose pour réparer cette erreur. Ce n'est plus pris comme lui il est mauvais, il est méchant, mais dans son comportement, il y a quelque chose qu'il a fait qui ne correspond pas à ce qu'on accepte. Et donc, il peut faire quelque chose pour réparer cette erreur, ce manquement. Alors, nous allons maintenant songer aux pistes qui peuvent aider les adultes, et vous en particulier, assistants familiaux, à incarner une autorité bien posée pour que l'enfant intègre aussi, pour que ça lui facilite l'intégration de l'autorité. Donc, il faut développer les compétences à poser des limites. Ça veut dire simplement, par exemple, savoir dire non. C'est devenu un peu une expression à la mode. Savoir dire non. Et savoir dire non, ça veut savoir aussi dire si. Oui, pardon. Rappelez-vous, quand on a dit tout à l'heure, dans notre vidéo, que je vous proposais, quand vous donnez un interdit, de donner les permissions, ça veut dire qu'on dessine une route, un canal, on canalise. Et les choses qui sont dedans sont des choses permises à cette heure-ci, ou sur cette façon-là, ou à cet endroit-là. Les choses qui sont en dehors de ce canal, de cette route, c'est interdit. Donc ça va vous aider si vous faites par exemple ça sur une feuille. Vous posez bien avec votre conjoint peut-être, avec les personnes dans la famille avec qui vous discutez des limites et des règles. Vous vous mettez d'accord sur les choses qui sont
complètement permise, complètement interdite, et puis au milieu aussi, ce qui est ajustable en fonction de la maturité, en fonction des circonstances, la maturité de l'enfant, la maturité ou le moment pour vous, des fatigues, voilà. Donc, et puis aussi en fonction de comment l'enfant il évolue. Ça va vous aider à vous poser, à vous installer pleinement dans votre autorité de façon saine et que vous n'ayez pas crainte de faire du mal à l'enfant si vous lui dites non. Dire non à un enfant, c'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image que j'avais donnée en développement psychologique, quand vous êtes sur une route des montagnes et qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de ligne blanche, ni jaune, ni continue, ni discontinue, il n'y a aucune ligne, que la géographie fait qu'il y a des morceaux de route qui disparaissent, parce qu'il y a l'érosion, il y a les pluies, il n'y a pas l'infrastructure qu'il faut pour construire des routes bien comme il faut, avec tout ce que je viens de dire sur ces conditions-là. Comment vous vous sentez-vous de conduire dans des conditions comme ça? Souvent, quand je pose la question, vous me dites angoissé, apeuré, anxieux, en danger, etc. L'enfant à qui on ne donne pas règles, limites, se sent comme ça. Angoissé, apeuré, livré à lui-même, abandonné, pas aimé. Même s'il ne le dit pas comme ça et c'est pas évident pour nous de le comprendre comme ça, il ne sent pas qu'il est suffisamment digne d'intérêt pour qu'on le protège. Les interdits, les autorisations sont aussi pour protéger l'enfant et son entourage, pour le protéger donc en tant qu'être social. Voilà. Ça signifie donc la dissymétrie des places, que vous avez bien compris et que vous vous êtes bien positionné dans cette dissymétrie des places. Ce n'est pas à l'enfant de décider certaines choses, c'est à vous, parce que vous êtes l'adulte, que vous avez la vision d'ensemble, la vision globale. Après, il ne faut pas oublier que quand vous avez une plus grande proximité avec l'enfant, parfois il est plus difficile de poser l'interdit. Donc parfois c'est plus facile que l'interdit soit posé à la limite par quelqu'un qui vient, par exemple, si c'est la mère qui est tout le temps à la maison, par le père, ou l'inverse, par la personne qui est moins souvent là. Ça va faciliter pour que l'enfant accepte l'interdit de cette personne-là. Donc dans cette dissymétrie de places, vous allez avoir l'adulte à une place qui lui permet d'avoir comme une vision d'ensemble, une globalité, et l'enfant qui reçoit. On le met, moi je le dessine comme ça. L'adulte porte donc la responsabilité. Ça ne veut pas dire que l'adulte n'écoute pas l'enfant. Donc l'adulte peut faire ce mouvement-là, d'aller vers l'enfant, écouter l'enfant, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait dans son monde à lui. Ce que ça signifie, le sens que ça a qui n'est pas respecté en interdit. Il le protège aussi en faisant ça, il l'écoute. Et puis après, il lui rappelle, il lui invite que dans le monde des adultes, vers là où l'enfant il s'en va, il grandit vers ça, vers l'autonomie, vers l'adulte, c'est interdit, ça se fait pas, c'est pas permis, c'est pas autorisé, etc. Donc double mouvement toujours, porter cette vision et s'installer. Quand on a dit non, c'est non, ça change pas en fonction de mon humeur, ni de si l'enfant il négocie ou voilà. Donc autorité parentale. Donc là maintenant on va passer, on était sur l'autorité des parents et maintenant on va passer à l'autorité parentale. Je fais ça et après je fais une pause pour que la vidéo soit pas trop longue. L'autorité parentale se décline en 4 domaines. C'est les mots extraits de la loi. C'est pas moi qui les invente. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes des lois. Donc l'autorité parentale, les détenteurs d'autorité parentale ont obligation de garde et surveillance de leurs enfants, protection de la santé, éducation, obligation d'entretien, donc de tout ce qui est matériel. Donc ça, c'est les 4 domaines qui sont la base de l'autorité parentale. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a manquement au devoir de cette autorité parentale. Il y a l'intervention de la société via les services sociaux. Donc, comme les enfants qui sont arrivés chez vous, il y a eu quelqu'un qui a fait un signalement, ça a été étudié, il y a eu des enquêtes qui sont venues, les informations ont été transmises au juge ou au procureur et on a décidé d'un placement.
bien sûr, à moins que ça soit administratif. Mais en général, même quand c'est administratif, il y a une présence des travailleurs sociaux pour accompagner une famille qui est en difficulté, en dysfonctionnement. Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, avec cette autorité parentale, quand il y a eu manquement, donc on poursuit avec ça, et que lui, il est là, ses parents n'ont pas pu fonctionner selon ce qui était demandé par rapport à l'autorité parentale, leurs devoirs n'ont pas été accomplis, donc il en découle que lui, il soit placé. Donc je vais parler juste de 2 lois qui ont un rapport avec ça. La première, c'est que même en cas d'enfant en danger, les parents gardent l'autorité parentale dans les 99% des cas. Et ils gardent tous les attributs, c'est marqué sur certains textes. Non, ce n'est pas tous les attributs. Ils en perdent un d'attribut. Donc vous le savez maintenant ce que c'est. Qu'ils perdent, c'est le droit d'hébergement. Donc ce n'est pas eux qui décident où c'est que l'enfant va dormir. Il ne va pas dormir chez eux, il ne va pas être à la maison, il va être ailleurs. Foyer, famille d'accueil, etc. Et puis, une autre, ce qui découle de cette loi-là aussi, une autre loi, loi du 5 mars 2007, vous souvenez-vous, c'est les lois pour protéger les droits des parents. Donc, dans le Code de l'action sociale et des familles, il est dit les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document qui s'appellera Projet pour l'enfant, avec les actions à mener auprès des enfants, avec les différents acteurs, on va dire qui, des parents, de son environnement, le rôle des parents, les objectifs et les délais de mise en œuvre de ces objectifs-là. Donc, non seulement le parent ne perd pas son autorité, mais puisqu'il la réclame, on lui demande à participer pleinement. Même quand l'enfant il est placé, on lui demande de faire des actions pour manifester son autorité parentale sous forme de devoir. Il a le droit d'hébergement, il a le droit à ce qu'on lui transmette. Les services sociaux ont le devoir de lui transmettre les informations sur l'enfant, sur où il est, comment il est, etc. Lui, il continue d'avoir des droits, donc, mais il a aussi des devoirs. Devoir de participer à tout ça, à l'éducation de son enfant le plus possible. Une deuxième loi, je vous ai dit, je vous parlerai de 2 lois importantes. C'est quand on peut faire appel. Cette loi est sortie aussi en 2007. Quand des adultes ont été importants pour l'enfant, cette loi a été dans le contexte établie dans le contexte des familles recomposées. Quand l'enfant, par exemple, n'est plus avec son papa-maman, mais avec maman et un beau-père, ou inversement, avec papa et une belle-mère, il a créé des liens significatifs, mais mettons que la famille recomposée se recompose à nouveau, et donc l'enfant n'a pas de lien de sang avec un beau-père ou une belle-mère qui a été important dans sa vie, on peut faire une demande, les enfants ou les parents, les adultes, pardon, en lien avec l'enfant qui ont eu des liens significatifs, peuvent faire cette demande de continuité des liens. Donc dans cet article-là, le Code civil stipule le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en fonction de l'intérêt de l'enfant. S'il considère que c'est important pour lui, si les personnes qui le demandent ont été significatives pour lui. Il s'agit de conserver des relations fortes et significatives. J'extrapole, ça pourrait être le cas aussi pour les enfants qui ont créé des liens avec des familles d'accueil. Après, ça dépend aussi des services, des équipes, mais quand il y a placement et que l'enfant a créé des bons liens avec sa famille d'accueil, on pourrait s'imaginer faire appel à cette loi pour qu'il puisse, dans son intérêt à lui, attention, hein, c'est pas la demande de l'assistant familial à qui l'enfant manque, c'est la demande de l'adulte qui se rend compte ou de l'enfant qu'une relation qui était significative pour lui est en train de se perdre et que ça serait bon pour l'enfant de sauvegarder cette relation-là. Ok, donc je vais arrêter là et on va poursuivre avec les ateliers tout de suite après.